Vous êtes comme nous tous, en tout cas on l'espère, vous adorez les Jeux Olympiques et c'est parti pour Sotchi. Madame Fournéron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc sur cette antenne. Vous partez juste après cet entretien à Sotchi? Absolument. Demain, la cérémonie d'ouverture. Je resterai une semaine pour soutenir nos athlètes et puis ensuite j'y retournerai aussi pour l'ouverture de la cérémonie des Jeux paralympiques. Est-ce que l'objectif qui est supérieur à 15 médailles ou supérieur ou égal à 15 médailles est aussi celui du ministère des Sports? C'est pas au ministère de fixer des objectifs de médailles. Président de la fédération. Voilà, c'est le président de la Fédération française de ski qui a fixé cet objectif à 15 médailles. Il y en avait eu 11 à Vancouver, donc on a toujours envie en sport de faire mieux que l'édition précédente. 15 médailles. Mais ça vous paraît crédible? Oui, c'est crédible. C'était vraiment un objectif tout à fait réaliste quand il y avait Cortessa Worley et Marion Roland non blessées. On a une petite pensée pour elle ce matin d'ailleurs. Mais pourquoi pas effectivement aller atteindre ces 15 médailles. Je crois que la Fédération française de ski sera en tous les cas celle qui sera largement pourvoyeuse de ces médailles. Alors j'ai beaucoup de questions pour vous. On va commencer par celles qui sont un peu mystérieuses. Pourquoi envoyer le RAID et le GIGN pour protéger nos athlètes sur place alors qu'il y a 100 000 policiers militaires russes sur place? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises dans ce dossier. Ça veut dire qu'on a reçu des menaces? Absolument pas. Il n'y a aucune menace qui ont été sur nos athlètes français et tout a été mis en œuvre pour garantir leur sécurité et celle du public. Il y a à la fois tout un travail qui a été fait en amont avec les forces de sécurité françaises et forces de sécurité russes. Et donc, les forces de sécurité russes sont extrêmement nombreuses. Il y a toujours des enjeux, on le sait. Vous savez, depuis l'attentat aussi à Atlanta en 96, il y a toujours, au moment de ces grandes compétitions internationales, des risques. Et donc les forces de sécurité russes sont extrêmement importantes sur toute la partie qui est village olympique, site olympique. Et puis il y a un club France qui est un petit peu en dehors de ces zones très protégées. C'est là qu'il y aura le GIGN. Voilà, c'est là, voilà. Et puis il y a une coordination, et ça c'est extrêmement important, en permanence entre la DGSE et les forces de sécurité russes. Aucune menace particulière sur nos athlètes. Est-ce que vous avez peur, par exemple, de ce qui s'était passé à Munich? Écoutez, je viens de l'évoquer. Je lis dans Le Monde, là, justement, des entretiens qui ont été faits par le reporter sur place excellent avec la population de Sotchi qui dit, en gros, ces diables de caucasiens sont prêts à tout. Alors, je vais pas reprendre toutes les... Est-ce que vous avez reçu des menaces de ce type-là? Aucune menace n'a été reçue. Et effectivement, il y a la sensibilité du Caucase, on le sait. On sait, je veux dire, on connaît l'histoire des Jeux et de ces grands événements. Vous vous souvenez aussi des derniers Jeux olympiques d'été à Londres où on parlait beaucoup du risque d'attentat. Il y a eu le dernier drame, c'était les Jeux olympiques d'Atlanta en 96, où il y avait eu, je veux dire, une personne isolée avec une centaine de blessés dans un parc aux États-Unis. Donc, on sait que tous ces événements sportifs internationaux sont des événements à risque. Et là, tous les éléments de sécurité, les forces de sécurité russes, l'ambassadeur de Russie, je veux dire, nous a confirmé une nouvelle fois hier, et notre ambassadeur sur place, que tous les dispositifs ont été mis en place. Donc pour Pinturo et les autres, il n'y aura pas de problème de sécurité, en tout cas, c'est ce que vous nous assurez ce matin. Toutes les garanties sont là. Est-ce que vous allez à des Jeux Olympiques ou aux Jeux de Vladimir Poutine? Ces questions sont posées pour Pékin. C'est un événement sportif majeur d'abord, et on y va pour soutenir notre équipe de France. Et aujourd'hui, on le sait, les grandes compétitions internationales sont des outils de géopolitique extrêmement puissantes. La diplomatie sportive est puissante. On a aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui sera présent à cette cérémonie d'ouverture. Le CIO est membre observateur de l'ONU. On a aujourd'hui une force avec la diplomatie sportive. Pourquoi François Hollande n'y va pas? On pourrait poser la question à Obama. Les présidents n'ont jamais été présents aux 4 derniers Jeux Olympiques d'hiver. C'est le ministre des Sports qui représente le gouvernement de façon habituelle. On s'en félicite, mais d'un point de vue symbolique, puisque Poutine joue un rôle géostratégique fondamental aujourd'hui, pourquoi ne pas aller justement dialoguer avec lui? Non mais c'est pas le moment, c'est pas le moment de dialoguer. Par contre, c'est le moment où tous les médias du monde entier sont tournés vers cette compétition, sont tournés vers le pays qui accueille. Je crois que c'est important aussi qu'à cette occasion, les questions sensibles de droits de l'homme, homosexualité, opposition. Mais, si on peut faire un peu avancer les lignes à cette occasion, parce qu'il y a cette pression des médias, on a vu effectivement les Pussy Riot qui ont été libérés, Khodorkovsky, on a aujourd'hui un petit nombre d'avancées. On n'y va pas pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que des négociations vont s'ouvrir pendant cette période qui sera une trêve? En fait, il est malin, Poutine. Des négociations peuvent s'ouvrir concernant l'Ukraine?
Ça sera la trêve olympique, mais il est clair que... Ce ne sera pas la trêve des diplomates. Ça ne sera pas la trêve des diplomates, et ça ne sera pas non plus, je veux dire, pour nous, un moment où il n'y a que de la compétition de sport. Moi, j'en profiterai également pour rencontrer mes homologues, pour rencontrer aussi le mouvement sportif international. J'avais été à Moscou au championnat du monde d'athlétisme en août dernier, et j'avais pu rencontrer mon homologue russe, et à cette occasion, lui rappeler aussi un certain nombre d'enjeux que nous partageons en termes d'éthique du sport, comme de liberté d'expression. Tout le monde se souvient, en tout cas les amoureux de sport, comme moi, ce qui s'est passé à Mexico avec les athlètes noirs américains levant le poing, Absolument. Tommy Smith et les autres. Est-ce que vous considérez qu'il y a des athlètes aujourd'hui qui, dans le contexte de ces Jeux, défendront par exemple des valeurs qui sont celles de la démocratie, la cause des homosexuels, et vont se servir de cette tribune et des médias et peut-être de votre présence justement pour défendre ces positions ou leurs positions? Effectivement, on se souvient de ce point levé ganté, pour lutter contre la ségrégation raciale. On se souvient aussi de moments où le sport a fait avancer les droits de l'homme. Combien, pour la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela a été puissant et le rugby a joué un rôle essentiel. Les athlètes, il ne faut jamais les instrumentaliser. Si certains, ils ont une voix qui porte, ils ont une exemplarité. Mais ils ont votre accord, si certains, pas en respectant la charte olympique. Je crois qu'il y a une règle. Et c'est la force du mouvement olympique. C'est que sur le site de compétition, sur cet espace qui permet cette trêve olympique, cette neutralité olympique, ces valeurs universelles du sport, ces valeurs humanistes, il n'y a pas d'expression, parce que c'est la charte du CIO, lutter contre toutes les expressions et de discrimination. Par contre, si des athlètes souhaitent, comme simples citoyens, s'exprimer... Est-ce que vous les soutiendrez? La question est simple. Ils peuvent le faire. Je veux dire, en dehors... Sur un podium, si un athlète lève le drapeau arc-en-ciel justement de la communauté gay, vous le soutiendrez? Non, ils savent aujourd'hui qu'il y a une règle sur le site de la compétition et ils vont la respecter. Si par contre, comme simple citoyen, ils souhaitent en dehors de ce site pouvoir s'exprimer, c'est la liberté d'expression, ce sont des citoyens comme les autres. C'est un régime qui est très important, le régime russe dans la diplomatie internationale. En même temps, dans un domaine qui est celui du sport, ils sont très présents. Ils sont très présents, j'allais dire, chez nous. Chelsea, ce sont les oligarques russes. Et nous avons M. Rybovlev à Monaco. Est-ce que vous trouvez normal que ce club, justement, qui va rencontrer le PSG, puisqu'ils sont ce week-end face à face en championnat, continue à bénéficier d'un statut fiscal dérogatoire? Alors, ils ont trouvé un accord avec la Ligue sur 50 millions, je crois, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, j'avais souhaité qu'effectivement, il y ait un dialogue qui puisse s'installer entre les instances du football. Parce qu'aller au contentieux et imaginer qu'on pouvait perdre Monaco dans le championnat de France, alors que Monaco appartient au championnat de France depuis plus de 80 ans, et puis qu'il y ait effectivement aucun élément financier, aucune fiscalité qui soit appliquée, c'était pour le moins perdant-perdant. Donc je crois que les instances du football ont parfaitement compris. Ce dialogue a abouti à une somme de 50 millions d'euros, qui a l'accord à la fois majoritairement des clubs professionnels, de la Fédération française de football. Il semble qu'ils ont... dialoguer en bonne intelligence. Est-ce que vous considérez que le ministère des Sports de gauche, finalement, est obligé de s'incliner devant le réalisme économique? C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu dans les travaux préparatoires, avant justement l'élection présidentielle, cette idée que vous aviez quand même une vision du sport différente de celle du foot business. En fait, il triomphe partout, le foot business. J'allais dire le foot business, mais le basket business, le handball business et le rugby business. Je crois que c'est une vraie erreur. Aujourd'hui, notre rôle est avant tout de permettre à ce qu'il y ait, oui, ces parcours d'excellence, mais pour qu'il y ait ces parcours d'excellence, il faut lutter contre des inégalités, l'accès à la pratique sportive. Et vous prenez le basket, il y a aujourd'hui une équipe championne d'Europe masculine et une équipe vice-championne d'Europe féminine. Ouais. Mais il y a un développement des licenciés, c'est le premier sport scolaire. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Eux, ils touchent leur argent à l'extérieur et ils viennent faire les Français, si je puis dire, et Dieu sait que je les soutiens beaucoup, mais à l'intérieur du pays, on leur reproche pas les problèmes d'argent. Prenez par exemple le RCT, ils ont été champions d'Europe, comme c'est des mercenaires professionnels, en tout cas c'est ce qu'on écrit beaucoup dans les journaux. À mon avis, à tort, la porte hurle. Ils disent qu'ils ont été reçus par personne, pas par vous, pas par le président. Inquiétez pas, on avait à cette occasion félicité le RC Toulon de son titre à la H-Cup. Mais sur ce sujet, ils sont champions d'Europe comme les autres, comme les handballeurs, comme les basketteurs. Ils ont eu ce qui est. J'ai pas plus reçu. Je veux dire, l'équipe de basket. Aujourd'hui, c'était un club et de l'autre côté, c'était l'équipe de France. Et ils ont eu exactement la même reconnaissance de la nation que les autres clubs français qui ont des titres européens. Il n'y a pas eu de différence. Et si le PSG gagne la Ligue des Champions, Bernard Laporte le sait, il n'y a pas eu de différence. Il hurle.
Oui, mais il a du caractère. Oui. Voilà, j'en ai aussi, mais il a du caractère. Et donc, non, je crois que ce qui est important aussi à prendre en compte dans l'environnement du sport, c'est que on le voit, dire le développement du sport mondial aujourd'hui, ensemble des agences le disent, pour les années qui viennent, c'est un développement qui est supérieur au pourcentage du PIB mondial annuel de croissance. Parce que on a, et on le sait, des savoir-faire, la France par exemple, en termes d'accueil des grandes compétitions. Si aujourd'hui, il y a au Brésil des entreprises françaises qui construisent le tramway, qui construisent les équipements des Jeux Olympiques, il y a aussi, bien sûr, à Sochi, Compagnie des Alpes, on a, je veux dire, Atos, on a beaucoup de nos leaders qui sont là. On a voulu structurer aussi toute une filière sport à l'export, parce que pour moi, c'est essentiel d'avoir cette approche de ce que peut être le sport en termes d'économie. Ce sont à la fois 300 000 emplois, ce sont des savoir-faire d'entreprise. Quand on accueille des grandes compétitions, et on va en accueillir de 2014 à 2018, ou quand on va à l'étranger pour des grandes compétitions internationales, on part aussi avec des entreprises françaises qui sont leaders. Pour moi, c'est essentiel de porter cette dimension de l'économie du sport. Dernière question à caractère politique. On a l'impression que la gauche passe un sale moment. Vous voyez, encore une fois, on parle dans le Figaro ce matin, je le montre, nous sommes aussi à la télévision, les pressions de Madame Taubira sur un magistrat. Ce matin aussi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui essaye de redire qu'il y aura finalement peut-être à un moment une loi famille, mais personne ne sait exactement quand. Est-ce que vous ne considérez pas que vous êtes en train de perdre la main? Pas du globalement. Tout. Pas du tout. Comme équipe, la gauche au pouvoir. Vous savez, voilà, c'est effectivement une équipe. C'est pas la somme des individualités. C'est effectivement une équipe. Et je trouve que la décision qui a été prise par le président de la République et par le Premier ministre mais c'est suspendre. Flou, parce il la suspend, puis après il dit on va y revenir. Mais c'est une sage décision parce que aujourd'hui l'avant-projet n'était pas bouclé et puis on ne peut pas traiter de sujets sociétaux dans un climat qui ne soit pas apaisé. D'accord, mais il fallait le dire avant. Lui, il y a encore du travail à faire et il faut le conduire jusqu'au bout. C'est normal que Mme Taubira s'en prenne à un magistrat. Affaire d'État. Madame Taubira a répondu. Je crois qu'il y a beaucoup d'excès. Aujourd'hui, il y a des propositions qui ont été faites à ce magistrat. Je crois qu'il a été les premiers à le refuser. Merci, Madame Fournéron, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre des Sports et on espère évidemment avec vous que les Françaises et les Français vont battre leur record de médailles et qu'en tout cas, il s'agira de magnifiques Jeux Olympiques car nous adorons regarder le sport. Vous, comme moi et tous ceux qui nous regardent sur l'antenne d'LCI et qui nous écoutent sur celle de Radio Classique. Bon voyage pour vous.